48 heures seulement ont suffi pour faire vaciller un pays entier, 2 jours, où chaque ligne d'un télégramme scellé devenait une menace prête à exploser. Entre un chiffre étouffant, 5 plus à 6 milliards d'USD, et une injonction glaciale, le destin du Burkina Faso se retrouvait suspendu à la réaction d'un seul homme, Ibrahim Traoré, face à un empire persuadé de dicter l'issue. Mais que signifie réellement ce choix pour ceux qui vivent sous cette pression silencieuse et quotidienne? Un basculement fulgurant s'annonçait, prêt à reconfigurer un continent. Le compte à rebours lancé dans ce télégramme n'est pas seulement une pression financière, mais un risque existentiel, une fenêtre minuscule où chaque mauvaise décision pourrait fracturer l'équilibre déjà fragile du Burkina Faso. Dans cet affrontement, l'enjeu réel, la capacité d'un État à protéger sa souveraineté, devient le fil tendu au-dessus d'un vide politique et économique prêt à s'ouvrir à tout instant. Si la réponse vacille, les marchés s'effondrent, les alliances se délient et l'ordre intérieur se fissure. Si elle tient, une brèche inattendue peut apparaître dans la mécanique de domination qui s'exerce depuis des décennies. Et c'est précisément là que surgit la promesse implicite de cette histoire. Comprendre comment un pays minuscule, soumis à une injonction brutale, a pu transformer un ultimatum en pivot stratégique capable de redessiner le rapport de force régional. Et si un simple refus pouvait à lui seul inverser une logique que l'on croyait immuable. La révélation arrive au petit matin du 12 août quand un document classé secret défense, 4 pages scellées du sceau du G7, atterrit sur le bureau présidentiel et expose une exigence stupéfiante. Céder les réserves d'or du pays ou verser 5 à 6 milliards USD en moins de 48 heures. Ce choc initial n'est pourtant qu'un écran, car derrière l'injonction financière surgit un engrenage plus profond, celui d'une tentative méthodique de reprendre la main sur les ressources stratégiques ouest-africaines. À mesure que les heures passent, les ramifications de ce télégramme se déploient en cascade. La fuite, d'abord ignorée, circule entre chancelleries et déclenche des consultations urgentes où s'entremêlent banques, agences de renseignement et opérateurs miniers. Les signaux convergent. Si le Burkina Faso plie, la mécanique de contrôle externe se renforce. S'il résiste, l'effet domino pourrait fissurer un ordre géopolitique que l'on croyait verrouillé. Dans ce schéma, Ibrahim Traoré comprend que le message ne vise pas uniquement l'équilibre budgétaire, mais l'architecture même de la souveraineté nationale. La situation bascule quand un détail longtemps resté invisible remonte à la surface. Depuis des mois, une cellule de géologues burkinabés, épaulée par des experts coréens, a discrètement identifié un gisement colossal dans le nord, crypté dans des bases protégées. Cette découverte, détectée tardivement par les satellites français puis signalée à Washington, recompose brutalement le paysage stratégique. Le Burkina Faso n'apparaît plus comme un territoire périphérique, mais comme un acteur difficile à anticiper, capable de modifier l'équilibre minier régional. À ce moment-là, les réactions extérieures s'accélèrent. Les ambassades convoquent leurs ministres, les marchés londoniens s'agitent, et dans les cafés de Ouagadougou, la rumeur enfle autour du capitaine. La fracture qui se dessine n'oppose plus nations riches et pays pauvres, mais, de manière plus tranchée, ceux qui obéissent et ceux qui décident. Dans le silence du palais présidentiel, la lettre demeure posée sur la table, lourde de conséquences. Elle devient le point d'origine d'une chaîne d'événements que plus rien ne pourra arrêter. Lorsque les premières heures de crise se referment, une figure émerge comme point d'ancrage pour comprendre la mécanique interne de l'État. Un petit cercle de conseillers, officiers et techniciens qui deviennent les témoins directs de la façon dont le pouvoir se repositionne face à l'ultimatum. Leur rôle n'est pas d'imposer une orientation, mais de suivre presque en temps réel
la manière dont les décisions s'enchaînent dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, lequel observe chaque détail du dossier sans montrer ni colère ni hésitation. Le premier cas marquant se produit au ministère des Mines où les directeurs rassemblés en urgence apprennent que les accès aux serveurs d'exploitation vont être isolés avant la fin de la matinée. À ce moment précis, l'atmosphère change. Les agents comprennent que l'affaire n'est plus un simple désaccord financier, mais un point de rupture où le contrôle de l'information devient l'atout central. La réaction disciplinée des équipes techniques sert d'indicateur. Si ce verrouillage fonctionne, le pays peut absorber le choc initial. Un second cas se dessine à l'état-major, où les chefs de bataillon reçoivent pour la première fois l'ordre de sécuriser les routes menant aux zones minières. Ce déploiement rapide ne vise pas à provoquer une confrontation, mais à éviter toute infiltration ou extraction non autorisée pendant les 48 heures critiques. L'efficacité de cette mise en place, saluée par plusieurs officiers, laisse entrevoir une capacité de coordination rarement visible en période d'incertitude. Ainsi, avant même que la scène internationale ne réagisse pleinement, les premiers impacts internes montrent un appareil étatique capable de se resserrer autour de son objectif. Ce choix engage bien plus qu'une simple réponse diplomatique. Tout démarre à la première heure lorsque l'ordre tombe. Verrouiller immédiatement les données minières. Action simple. Exécution immédiate. Les accès étrangers basculent dans le noir, coupés sans préavis. Le geste paraît technique, presque discret, mais il déclenche l'effet d'engrenage que redoutaient les acteurs extérieurs. Les serveurs s'isolent, les flux se figent et l'État reprend le contrôle total d'une information devenue en quelques minutes un enjeu stratégique. Dans ce mouvement net et sans hésitation, le pays entre dans une dynamique nouvelle où chaque minute compte. À 7h40, les premières équipes militaires se dispersent sur les axes qui mènent aux zones minières. Le déploiement est rapide, sans bruit, sans démonstration de force. L'objectif n'est pas de provoquer un incident, mais d'empêcher toute tentative d'exfiltration ou de sabotage. Les patrouilles verrouillent les routes, établissent des points d'arrêt et sécurisent les abords. À Ouagadougou, cette soudaine activité soulève un mélange de tension et de détermination. Les citoyens comprennent que la crise n'est plus abstraite. Elle s'inscrit désormais dans l'espace quotidien. Le pays respire court, mais il reste debout. À midi, une seconde étape franchit un cap symbolique. Les forces spéciales de souveraineté, discrètement formées les mois précédents, reçoivent l'ordre d'assurer la garde des mines. Aucun drapeau, aucun insigne. Juste une consigne sèche, transmise en quelques mots. La présence de ces unités change immédiatement la donne. Les sociétés étrangères, incapables d'accéder à leurs relais habituels, se retrouvent dans l'incertitude. Les communications tombent à zéro. Les concessions autrefois dominées par des intérêts extérieurs deviennent des zones où seul l'État burkinabé possède un droit de regard. Cette inversion de contrôle fulgurante marque le basculement du rapport de force. Le soir même, la fracture s'élargit. Les frontières numériques du pays se ferment en bloc. Les flux d'informations en provenance des opérateurs occidentaux se heurtent à un mur. Les chaînes d'approvisionnement de données, essentielles au suivi des marchés de l'or, s'interrompent sans préavis. Les analystes financiers, soudain privés d'indicateurs, multiplient les alertes. Dans les salles de marché, l'or burkinabé cesse d'être un actif prévisible. Il devient un trou noir stratégique. La volatilité augmente. Les projections divergent. La crise change d'échelle. Ce n'est plus un dossier technique, c'est une perte de visibilité globale. 21 heures sonnent lorsque le pays se fige devant un écran noir. La télévision nationale interrompt ses programmes, plongeant la population dans un silence lourd. Puis une apparition éclate, directe, sans filtre. Uniformité impeccable, drapeau sous la main, dossier frappé du sceau national.
Ibrahim Traoré parle d'une voix calme et froide. Il ne réclame pas notre or, il réclame notre peur. Une phrase courte, un coup net. Elle transperce le pays en quelques secondes. Les applaudissements montent, timides d'abord, puis massifs, comme une onde qui traverse les quartiers, les villages, les postes avancés. Dans les rues, les effets s'enchaînent. Les jeunes peignent des murs. Les radios diffusent le discours en boucle. Des messages de soutien affluent de Lagos, Dakar, Bamako. En quelques heures, l'événement cesse d'être national. Il devient régional. Il devient continental. L'ultimatum du G7 se transforme en catalyseur d'un réveil inattendu. La crise prend une forme plus vaste. Une confrontation entre un pays sous pression et un système persuadé de son immuabilité. Tout est désormais lancé. Rien ne peut revenir en arrière. Avant la crise, la production annuelle d'or du Burkina Faso atteignait environ 80 tonnes, un volume qui représentait près de 14% du PIB national. Cette donnée, en apparence stable, servait de repère économique majeur et structurait la plupart des projections financières du pays. Lorsqu'intervient la rupture orchestrée par l'administration d'Ibrahim Traoré, cette base devient le point de comparaison central permettant de mesurer l'impact réel du changement stratégique. 3 mois après la nationalisation, un premier delta significatif apparaît. La production baisse temporairement de 18%, conséquence directe du retrait des opérateurs extérieurs et de la réorganisation interne des exploitations. Cette diminution, bien que marquée, ne provoque pas l'effondrement annoncé par plusieurs institutions internationales. Elle reflète plutôt la période d'ajustement d'un secteur soudain recentré sur ses propres capacités. Dans ce contexte, la transition n'est pas synonyme de fragilité structurelle, mais de recomposition progressive d'un système longtemps dépendant de réseaux externes. Le deuxième delta se lit dans les revenus domestiques qui doublent malgré la contraction momentanée du volume extrait. Ce retournement provient de la disparition des commissions étrangères et de la récupération intégrale des marges autrefois captées par des intermédiaires. Le passage de 2 milliards de dollars nets avant la crise à 2,4 milliards 6 mois plus tard souligne l'ampleur de la reconfiguration. Ce gain, inattendu pour certains observateurs, indique qu'une économie peut se renforcer même en produisant moins si elle maîtrise enfin les flux qui l'alimentent. Pour les équipes entourant Ibrahim Traoré, ce signal confirme la pertinence du pari souverainiste engagé sous pression. Une autre transformation majeure concerne l'architecture monétaire, où une double structure se met en place en moins de 100 jours. Les transactions internationales, autrefois dépendantes du franc CFA, migrent vers un duo inédit mêlant yuan numérique et BF coin. La part des paiements extérieurs échappant au dollar atteint 62%, un niveau qui bouleverse les habitudes commerciales de la région. Cette bascule traduit moins une volonté d'alignement extérieur qu'un besoin d'autonomie opérationnelle pour maintenir les flux essentiels en période de tension diplomatique. Elle crée par ailleurs un précédent pouvant inspirer d'autres économies confrontées à des pressions similaires. Sur le terrain, les effets s'accumulent rapidement. Le budget des infrastructures augmente de 41%, dynamisé par les revenus internes désormais captifs. Les investissements agricoles progressent de 23% et les dépenses militaires de 27%. Chacune de ces évolutions s'inscrit dans une logique d'absorption du choc initial. Renforcer les secteurs clés pour consolider la base productive, stabiliser les circuits internes et garantir la continuité des opérations essentielles. Les fils qui s'allongent dans les agences bancaires ne sont pas des signes de panique, mais d'un phénomène inverse. Les habitants déposent leur argent plutôt que de le retirer, preuve que la confiance interne se solidifie malgré les incertitudes extérieures. Au sein des institutions financières internationales,
Les rapports confidentiels se multiplient. Plusieurs analyses mentionnent une résilience inattendue, formule neutre qui masque une inquiétude croissante. Si un pays enclavé peut se détacher partiellement du système global sans s'effondrer, alors le précédent peut se propager. Cette situation crée un paradoxe inédit. Plus les prédictions d'effondrement se multiplient, plus les indicateurs internes montrent une stabilisation robuste. Le pays semble avancer sur une ligne fine mais résolue où la peur s'amenuise tandis que la fierté collective prend le relais. La rupture produit désormais ses propres preuves. Les critiques les plus virulentes s'articulent d'abord autour d'un argument économique classique. Sans le FMI, sans les lignes de crédit occidentales et sans les réseaux logistiques internationaux, un pays enclavé comme le Burkina Faso ne pourrait, selon eux, maintenir ses importations essentielles. Les analystes financiers soulignent la baisse de 12% des réserves de change, l'allongement des délais d'approvisionnement et l'augmentation du coût de l'énergie. Leur raisonnement repose sur l'idée qu'aucune économie moderne ne peut fonctionner durablement en s'isolant des circuits dominants, surtout lorsque les infrastructures internes restent en développement. Une seconde critique porte sur le risque politique. En rompant avec les institutions habituelles, disent-ils, Ibrahim Traoré exposerait son pays à une fragilité interne accrue. Selon cette lecture, l'affaiblissement des investissements étrangers, la contraction du commerce extérieur et la volatilité géopolitique créeraient un terrain propice aux tensions sociales. Les observateurs craignent que l'élan initial de mobilisation nationale s'effrite face à la pression quotidienne, transformant la fierté en fatigue et la résistance en contestation. Ce scénario, dans leur esprit, renvoie à une dynamique où le volontarisme politique bute sur la dureté matérielle des réalités économiques. Cependant, la réaction des défenseurs du tournant souverainiste s'appuie sur des éléments concrets issus du terrain. Ils rappellent que chaque recul constaté, qu'il s'agisse des ralentissements logistiques ou de la tension sur les devises, s'inscrit dans une transition volontaire et structurée. Les investisseurs étrangers se retirent, mais cette fuite ouvre un espace dont profitent des acteurs locaux longtemps marginalisés. Les sanctions extérieures exercent une pression, mais elles servent aussi de test pour consolider une cohésion nationale qui n'avait jamais été éprouvée de manière aussi directe. Pour eux, le coût immédiat est le prix d'une indépendance que le pays n'avait jamais véritablement possédée. Au milieu de ces positions, un point demeure difficile à évacuer. Oui, le Burkina Faso souffre, et oui, l'effort demandé à la population est réel. Mais les données issues des premiers mois montrent une dynamique inattendue où les indicateurs ne s'effondrent pas comme annoncé. Les, les chaînes d'approvisionnement ralentissent, mais elles continuent de fonctionner. Les réserves se contractent, mais l'économie interne absorbe le choc. La fracture qui s'ouvre ne sépare plus seulement les optimistes et les sceptiques. Elle redéfinit la manière d'évaluer la souveraineté dans un monde où dépendance et dignité ne suivent pas plus les mêmes courbes. Le débat reste ouvert, mais les faits bousculent les certitudes. La bascule se produit soudainement. Une phrase concise et implacable prononcée lors d'une réunion stratégique fermée fait comprendre que la crise a franchi un point d'équilibre. Le Burkina Faso ne répond plus seulement à un ultimatum, il redéfinit l'espace où ce dernier s'exerce. À cet instant, Ibrahim Traoré n'agit plus comme un chef d'État défensif, mais comme l'initiateur d'un mouvement régional, transformant une pression isolée en dynamique collective. Les heures suivantes dévoilent un détail qui échappait encore aux observateurs. La solidarité du Sahel n'est pas un slogan politique, mais une opération concrète. Le Mali dépêche des conseillers, le Niger propose une aide logistique, la Guinée ouvre son espace aérien. Cette coordination, silencieuse mais déterminée, crée un effet d'entraînement qui perturbe les calculs initiaux des puissances extérieures.
Ce qui devait être une mise sous pression ciblée devient une coalition inattendue prête à s'interposer. Le midpoint apparaît alors clairement. La crise cesse d'être bilatérale. Elle devient régionale, presque structurelle. La résistance d'un pays se transforme en levier géopolitique et montre que la vulnérabilité n'est pas toujours là où on l'imaginait. Le rapport de force vient de changer. Dans cette partie intitulée Institutions et appareils d'État, la décision de résistance transforme profondément le fonctionnement administratif. Les ministères resserrent leurs circuits internes, accélérant les procédures de contrôle et réduisant la dépendance aux consultants extérieurs. Les agences publiques, autrefois fragmentées, coordonnent désormais leurs opérations autour d'un objectif unique: garantir la stabilité face aux pressions internationales. Cette centralisation modérée, encouragée par l'impulsion d'Ibrahim Traoré, renforce la capacité institutionnelle à absorber les tensions. La gouvernance évolue ainsi vers un modèle plus cohérent où chaque service mesure son rôle dans la protection des ressources nationales. Dans cette partie intitulée Entreprises et économie productive, du côté des activités économiques, le choc agit comme un révélateur et un accélérateur. Les sociétés minières nationales, longtemps reléguées à des positions secondaires, gagnent un espace d'action que le retrait des opérateurs étrangers rend enfin disponible. Les investissements locaux augmentent, stimulés par les bénéfices captés à l'intérieur du pays et par une nouvelle dynamique d'initiative privée. Les plateformes de commerce interne de l'or, mises en place pour stabiliser les flux, redirigent une part croissante de la valeur ajoutée vers le tissu entrepreneurial burkinabé. Les entreprises ne prospèrent pas encore massivement, mais elles réapprennent à construire sans dépendre des capitaux extérieurs. Dans cette partie intitulée Population, société civile, vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, les impacts se font sentir sous des formes diverses. Les citoyens voient monter un sentiment de responsabilité collective, nourri par les discours et par les résultats visibles des premiers mois. Les files d'attente devant les banques ne traduisent pas une panique, mais un geste de confiance. Les habitants déposent en leur argent pour soutenir le système national. Les universités deviennent des lieux de débat où l'on discute souveraineté, redistribution et autonomie énergétique, des thèmes autrefois réservés aux experts. La mobilisation sociale ne s'exprime pas par l'euphorie, mais par une vigilance partagée face aux défis qui restent immenses. Dans cette partie intitulée Région et dynamique panafricaine, au niveau régional, les effets dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Les pays du Sahel, marqués par une histoire commune de pressions extérieures, identifient dans la résistance burkinabé un précédent capable de remodeler l'équilibre du continent. Le Mali, le Niger et la Guinée renforcent leur coopération, formant un bloc de solidarité inédit face aux injonctions du G7. Cette convergence surprend les observateurs internationaux qui s'attendaient à un isolement plutôt qu'à une amplification géopolitique. Le bouclier AES, encore informel, devient une structure de soutien mutuel qui complexifie les calculs diplomatiques des puissances extérieures. Ce faisceau d'effets montre que la crise n'est plus seulement un bras de fer financier. Elle devient un champ d'expérimentation où s'élabore une autre manière de se tenir dans le monde et où le choix initial d'Ibrahim Traoré reconfigure autant les institutions que les imaginaires régionaux. Les conséquences s'enracinent désormais dans le réel. Dans cette partie intitulée Stabilité tendue et consolidation progressive, dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo, l'économie burkinabé poursuivrait une trajectoire modérée mais résiliente. La croissance se stabiliserait autour de 3,5 à 4%, soutenue par la montée en puissance du BFCIN et par l'orientation interne des revenus issus du secteur minier. Les infrastructures continueraient de bénéficier de budgets renforcés et la coopération régionale se structurerait autour d'accords techniques destinés à fluidifier les échanges intra-africains.
Les pressions extérieures resteraient sensibles, mais sans provoquer d'effondrement, créant un environnement où prudence et détermination se mêlent. Dans ce cadre, si la discipline institutionnelle se maintient, alors l'équilibre peut tenir malgré la fragilité structurelle du pays. Dans cette partie intitulée Intégration renforcée et montée en puissance stratégique, dans une configuration plus favorable, les partenariats avec la Chine et la Russie se consolideraient en véritables alliances de long terme, offrant au Burkina Faso un filet de sécurité face aux turbulences géopolitiques. Les investissements en infrastructures, en énergie et en capacités industrielles accéléreraient la modernisation du pays, notamment dans les secteurs miniers et agricoles. L'intégration régionale progresserait vers un espace économique ouest-africain plus autonome, où le Burkina deviendrait un point nodal doté de ressources contrôlées localement. Une dynamique de marché commun de l'or émergerait, renforçant le rôle d'entraînement du pays au sein du Sahel. Si cette coopération atteint la masse critique, alors le Burkina Faso pourrait s'imposer comme une économie émergente en avance sur un mouvement plus large de décolonisation économique. Dans cette partie intitulée Sanctions sévères et récession sous pression, dans la version la plus sombre, l'Occident imposerait des sanctions financières lourdes, limitant les flux bancaires, compliquant les importations essentielles et déclenchant une crise de liquidité. Le BF Coin serait rejeté par les marchés internationaux, mettant à mal le système monétaire expérimental mis en place après la rupture. La production minière diminuerait sous l'effet de la contraction des investissements et du coût accru des intrants, plongeant l'économie dans une récession difficile à absorber. La pression sociale augmenterait au rythme du renchérissement de l'énergie et de la rareté des équipements industriels, créant un terrain propice aux tensions internes. Si la cohésion nationale venait à s'éroder sous l'effet cumulé des chocs, alors le pays serait exposé à une spirale de vulnérabilité. Ainsi, l'avenir dépendra de la manière dont chaque acteur, État, partenaires régionaux, alliés extérieurs, réagira à cette séquence critique. Le cap reste ouvert, mais chaque bifurcation porte son poids. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs, la crise burkinabé agit comme un révélateur. Elle oblige à reconsidérer la relation entre puissance économique et souveraineté politique. Cette distance nourrit une curiosité nouvelle envers un pays longtemps perçu comme périphérique. Pour les communautés locales, l'enjeu est plus direct. Les discussions se multiplient dans les quartiers, les universités et les marchés. Chacun ressent les tensions, mais aussi l'élan collectif qui en découle. Les jeunes transforment cette période en espace d'apprentissage politique. Pour ceux qui pensent le long terme, enseignants, familles, entrepreneurs, la transition ouvre une réflexion sur les modèles de développement possibles. Il scrute les signaux faibles, cherchant ce qui peut être durable. La transformation touche autant les esprits que les structures. Le premier axe vise à stabiliser les ressources nationales en réinvestissant dans l'agriculture, l'énergie et les mines. Les progrès se mesureront par la capacité à maintenir les revenus dans le pays. Le deuxième axe concerne l'énergie. Le projet Sahel Power doit augmenter rapidement la part de l'électricité produite localement. Les équipes suivront chaque étape par la puissance réellement injectée. Un troisième axe renforce la coopération régionale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée structurent un marché commun des matières premières. Enfin, la formation des jeunes devient centrale, avec des programmes axés sur technologie, agriculture durable et gestion des ressources. Chaque étape transforme une résistance immédiate en stratégie durable. Un détail revient en mémoire. Ces premières heures où les équipes ont verrouillé les accès miniers, déclenchant une rupture que personne n'attendait. Ce moment simple symbolise un pays décidant de se tenir debout,
À travers cet épisode, la fermeté d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point de ralliement plus qu'un geste politique isolé. Les voix dans les rues, les fresques et les débats prolongent cet instant où le pays a cessé de céder. Les difficultés persistent, mais l'élan collectif reste perceptible, porté par une conviction partagée. La ligne de dignité ne s'efface jamais. Cette histoire ne se limite pas à un affrontement géopolitique. Elle interroge la manière dont un peuple choisit de façonner son avenir. Les gestes du quotidien, un débat, un dépôt bancaire, une fresque, deviennent des actes de participation silencieuse. La souveraineté apparaît alors comme un processus lent, fait d'efforts répétés plutôt que de victoires spectaculaires. Chacun peut y trouver un espace de réflexion ou d'engagement selon ses moyens. Cette trajectoire soulève une question simple mais essentielle. Comment imaginer un monde où la